Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Psilocybine, acide lysergique et diéthylamide, kétamine, mescaline, voici le nom de quelques substances hallucinogènes. Peut-être les connaissez-vous sous le nom de champi, LSD, ayahuasca ou encore peyote, le fameux cactus magique. Ces substances que l'on associe couramment aux drogués de festivals, de raves ou encore à la pratique de cultes chamaniques pourraient bien nous surprendre à nouveau. Et si les effets de ces drogues psychédéliques pourraient aussi nous aider à prendre soin de notre santé mentale ? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, au Labo des Savoirs. Pour parler de santé mentale et de l'utilisation de psychédéliques en contexte médical, nous sommes accompagnés à distance par Lucie Berkovitch, psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et rattachée à l'université Yale, dont les travaux portent sur la neuroimagerie des psychédéliques. À vos côtés, David Dupuis, anthropologue et psychologue clinicien, chercheur à l'INSERM, dont les travaux actuels portent sur l'usage des psychédéliques. Pour cette émission, je suis accompagnée de Sophie, journaliste scientifique au Labo des Savoirs, avec qui nous échangerons avec nos invités. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Nous sommes également avec Fabien, bénévole au Labo des Savoirs depuis cette année, qui nous parlera d'expériences mystiques dans sa chronique. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors Julie, tu l'as dit en introduction, l'émission du jour porte sur les drogues psychédéliques. Alors immédiatement, on a des images assez colorées qui nous viennent en tête. On pense aux hippies des années 70 par exemple, et on se demande bien ce qu'il y a dans ces molécules pour avoir de tels effets sur notre cerveau. Les clichés étant posés sur la table, balayons-les d'un revers de la main pour commencer l'interview. On commence avec vous, Lucie Berkovitch. Vous êtes, on le rappelle, psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives. Alors de quoi on parle quand on parle de psychédéliques ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un ensemble de molécules qui comportent notamment le LSD, qui est probablement la substance la plus connue, mais il y a aussi la psilocybine des champignons hallucinogènes, l'ayahuasca qui contient de la DMT, la mescaline et plein d'autres dérivés, dont des dérivés synthétiques. Et ces molécules, elles sont définies par deux choses. D'une part, les effets qu'elles produisent, donc elles donnent vous en avez parlé, des distorsions perceptives et aussi pas mal de changements dans son rapport à soi et au monde, avec des effets communs, quelques effets aussi qui sont spécifiques. Et puis l'autre point commun, c'est leur mécanisme d'action au niveau pharmacologique. Donc toutes ces molécules vont agir en activant un récepteur à la sérotonine qui s'appelle le récepteur 5-HT2A dans le cerveau. Donc on sait qu'elle agit dans notre cerveau. David Dupuis, vous êtes docteur en anthropologie sociale et vous avez étudié le tourisme chamanique, notamment en Amazonie. Alors historiquement, comment elles étaient utilisées, ces fameuses substances ? Alors les substances dites hallucinogènes ou psychédéliques ont été majoritairement utilisées par les populations autochtones des Amériques. Donc il y a quelques petites exceptions, par exemple l'utilisation de l'iboga au Gabon ou des amanites, qui sont des champignons hallucinogènes en Sibérie. Mais donc ces substances, les sociétés amérindiennes sont celles qui ont le plus élaboré, institutionnalisé leur usage. Donc notamment les sociétés d'Amérique centrale autour des champignons hallucinogènes, l'usage de l'ayahuasca par exemple en Amazonie. Donc il y a une grande diversité d'usages. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ayahuasca en Amazonie, dans les sociétés autochtones de la région, l'ayahuasca peut être utilisé pour ce qu'on appelle le chamanisme, donc un ensemble de pratiques qui vise à établir des relations d'équilibre avec des entités non humaines, donc on va appeler des esprits végétaux, animaux, les ancêtres, etc. Et le chaman donc a la fonction d'établir une relation harmonieuse entre ces entités non humaines et le collectif. Donc ça peut servir à favoriser la chasse, favoriser la guerre, mais également aussi dans des pratiques thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on associe le chamanisme à une pratique de soins dans l'imaginaire collectif occidental, mais en fait, c'est une pratique beaucoup plus riche et complexe. Et alors, aux côtés de ces pratiques dites chamaniques, les hallucinogènes pouvaient aussi être utilisés pour des rites initiatiques, par exemple, pour des passages à l'âge adulte. Donc là, ça pouvait être pris collectivement par toute une classe d'âge, ou dans des quêtes
plus personnelles. Par exemple, dans des quêtes de vision, on va chercher à rencontrer un ancêtre ou une entité non humaine pour gagner certains pouvoirs. Par exemple, si on souhaite mener une carrière politique ou guerrière, voilà. Donc, globalement, on peut dire que de manière générale, ces substances, elles sont utilisées comme des intermédiaires pour aller à la rencontre d'entités non humaines habituellement invisibles, avec l'idée pour ces sociétés que la relation à ces entités non humaines invisibles est très importante pour la survie des collectifs et des individus. Dans ce que vous nous racontez, David Dupuis, il y a une forte fonction sociale qui transparaît notamment au sein de l'individu, au sein de la communauté. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est construit? Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt récent? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? C'est toujours difficile de dire que quelque chose existe depuis toujours, hein. Alors c'est vrai que cette question, elle renvoie un peu à l'imaginaire occidental de ces substances, avec cette idée qu'elles seraient utilisées depuis des temps immémoriaux par les populations autochtones. Bon, on a les données archéologiques et historiques suggèrent qu'on a quand même plusieurs milliers d'années d'usage dans les Amériques, mais l'usage est sans doute beaucoup plus récent que ce qu'on imagine habituellement. Par exemple, l'ayahuasca au Pérou, voilà, dans l'imaginaire du tourisme chamanique, il y a cette idée que c'est utilisé depuis toujours par les populations autochtones. En fait, dans pas mal de régions d'Amazonie, l'introduction s'est faite au cours du 19e siècle, notamment Mmh. dans le cadre de l'industrie du caoutchouc, avec toutes les circulations interculturelles que ça produit. Donc en fait, les usages sont souvent plus récents que ce qu'on imagine. Alors après, il y a tout ce discours de la tradition et effectivement, même maintenant, les acteurs locaux, donc les populations autochtones, ont aussi intégré bien souvent ces imaginaires occidentaux parce qu'ils ont bien compris aussi qu'à des fins de valorisation culturelle, voire de marketing auprès des clients occidentaux, c'était plus intéressant de faire valoir un savoir très ancien et mémorial. Alors même que certains groupes d'Amazonie qui n'utilisaient pas du tout l'ayahuasca se sont mis à l'utiliser très récemment parce qu'il y avait ce côté de développement du tourisme chamanique. Il y a plusieurs types de molécules, hein, Lucie Berkovitch, vous en avez cité plusieurs. Il y a les plus classiques qu'on peut connaître. On a souvent entendu parler de champignons hallucinogènes. Il y aurait plus de 200 espèces différentes. Est-ce que toutes ces molécules, alors vous avez cité la psilocybine, le LSD, la mescaline, est-ce qu'elles ont des effets semblables ou rien à voir? Alors elles ont des effets semblables, comme je l'ai dit, avec ce mécanisme d'agonisme sérotoninergique, donc d'aller activer les voies sérotoninergiques. C'est quoi la Après, elles ont sérotonine? aussi Pardon, je vous coupe. la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est une molécule qui sert aux neurones à communiquer entre eux et qui est notamment impliquée dans la régulation émotionnelle. Donc c'est par exemple voilà, une molécule qui, quand son fonctionnement est modifié, va pouvoir avoir un impact sur les émotions, sur l'humeur. Et c'est effectivement une molécule très importante qui est très présente dans le cerveau. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est le premier maillon d'une chaîne, en fait, et que cet agonisme sérotoninergique, donc le fait d'aller activer ces récepteurs à la sérotonine, de se faire passer pour de la sérotonine, en fait, c'est ce que font les psychédéliques, va entraîner dans un second temps des relargages d'autres neurotransmetteurs, notamment un neurotransmetteur excitateur qui s'appelle le glutamate. Donc, c'est-à-dire c'est une autre molécule qui sert là encore aux neurones à communiquer entre eux, et donc ça va entraîner un état d'excitation cérébrale. Pour revenir sur les différences entre les molécules, alors en fait, les molécules, elles vont se fixer sur ces récepteurs qui sont présents dans le cerveau et elles peuvent avoir différentes affinités. Donc l'affinité, c'est-à-dire la propension à aller se fixer sur ces récepteurs, un peu comme une clé s'adapterait plus ou moins bien à une serrure. Et il va y avoir une affinité avec parfois d'autres récepteurs à la sérotonine. On connaît plein de récepteurs à la sérotonine. Donc j'ai parlé du 5-HT2A puisque c'est celui qui est commun pour les molécules, mais il y en a d'autres. Et ils ont des fonctions d'ailleurs qui sont un petit peu différentes. Et donc elles n'ont pas forcément la même panoplie d'activation de ces récepteurs-là. Et puis certaines molécules vont aussi activer d'autres récepteurs, notamment le LSD par exemple, qui va activer des récepteurs à la dopamine. L'autre chose aussi, qui est bien connue même des usagers, c'est que la durée pendant laquelle ces molécules vont activer les récepteurs n'est pas la même. Donc on a des durées d'effet qui sont extrêmement différentes et qui peuvent varier d'une quinzaine de minutes à des dizaines d'heures pour le LSD. Donc voilà, on est sur 10 à 12 heures d'effet. Donc c'est évidemment, ça va avoir des conséquences assez différentes sur l'expérience des personnes, mais aussi en termes d'effet au niveau cérébral. Vous parlez de ces différents effets. Très concrètement, comment ces substances psychédéliques sont consommées? Est-ce que c'est des boissons, des patchs? Est-ce que c'est ingéré, fumé? Est-ce qu'on peut tout faire à la fois? Comment ça marche?
Alors là encore, ça va dépendre des molécules, hein. Je dirais que la plupart du temps, c'est quand même par la voie orale. Donc en fait, on avale quelque chose. Donc le LSD se prend le plus souvent sur des buvards qui sont des petits bouts de carton sur lesquels on met une goutte de LSD et qu'on essaie de doser. Donc c'est une drogue qui est très puissante. Donc on met vraiment des doses qui sont assez infinitésimales en fait. L'ayahuasca est aussi un breuvage, donc c'est une boisson qui se boit, et David pourra vous l'expliquer davantage parce qu'il a beaucoup travaillé sur la question. La psilocybine aussi s'ingère, c'est des champignons qui vont être découpés en petits morceaux, qu'on va mâcher et qu'on va avaler. Après, il est également possible d'administrer ces molécules par d'autres voies. Donc, par exemple, dans les études cliniques, il a été utilisé la voie intraveineuse. Donc que ce soit pour la psilocybine, pour la DMT, donc qui est un des principes actifs de l'ayahuasca. L'objectif étant de parfois mieux calibrer la dose, et aussi parce qu'on avait des extraits qui étaient des extraits chimiques qu'on pouvait dissoudre dans du liquide et injecter. Et souvent, on a des effets qui sont plus rapides lorsqu'on passe par la voie injectable et qu'on va mieux contrôler en termes de durée. Cela étant, dans la consommation collective, c'est quand même majoritairement la voie orale qui est employée. David Dupuis, je reviens vers vous. Vous, c'est quoi les différents pratiques d'absorption que vous avez rencontrées dans vos recherches? On parlait tout à Alors, l'heure de la fameuse boisson de l'ayahuasca. oui, bah, alors effectivement, là, ce qui se pratique aujourd'hui, même dans le cadre du tourisme chamanique, c'est-à-dire donc de tout ce mouvement d'occidentaux qui viennent en Amazonie pour participer à des rituels d'inspiration chamanique qui proposent la consommation de substances psychédéliques. Voilà, on est surtout sur l'ayahuasca en Amazonie, donc qui est donc une boisson qui est composée de deux plantes voilà, donc qui se boit. Mais les populations autochtones ont vraiment mobilisé un grand éventail de modalités d'usage. Ces substances peuvent être effectivement bues, mais elles peuvent être aussi fumées, elles peuvent être inhalées. On a même certaines substances qu'on va appliquer sur la peau après avoir fait des incisions donc en voie cutanée. Donc on a un peu exploré toutes les entrées possibles du corps pour faire interagir ces substances avec les humains. Alors, une question qu'on se pose forcément quand on parle de ces substances, c'est le comportement d'addiction. Est-ce qu'on peut devenir addict? Est-ce que c'est une drogue qui peut être nocive? Lucie pourra sans doute compléter ma réponse, mais à ma connaissance, il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré le caractère addictif de ces substances. Et on observe même plutôt d'ailleurs leur potentialité d'usage dans le traitement des addictions. Après, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il peut y avoir quand même quelque chose de l'ordre d'une dépendance psychologique, au sens où les expériences qu'on vit avec ces substances sont extrêmement intenses émotionnellement. On a souvent, ce sont des expériences, la plupart des gens qui font ces expériences vous disent que voilà, ça fait partie des expériences les plus fortes, les plus signifiantes de leur vie. Donc vous doutez bien que bah, voilà, certaines personnes vont ne jamais vouloir revivre ça parce que c'était trop intense, etc. Puis d'autres, évidemment, vont y prendre goût. Et c'est vrai que c'est aussi des expériences où les personnes ont souvent l'impression de gagner en connaissance sur eux-mêmes, sur le monde. Certaines personnes vont avoir la sensation d'un gain de savoir métaphysique, spirituel, religieux. Voilà, donc il y avait par exemple des usagers, moi, qui me décrivaient, voilà, ils me disaient c'est comme un livre, l'ayahuasca c'est comme un livre dans lequel était écrit tout ce que j'avais toujours voulu savoir. Et donc, forcément, quand on a lu le premier chapitre, on peut avoir envie de revenir pour lire le deuxième chapitre. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai vu parfois, effectivement, alors je sais pas si c'est une dépendance, mais en tout cas peut-être il y a peut-être un piège, un risque possible avec ces substances qui est celui de la fascination. J'ai vu quand même pas mal d'occidentaux effectivement se fasciner très fortement pour ces substances et entrer dans un truc où, oui, finalement leur vie est un peu suspendue à la prochaine session d'ayahuasca, et avant de prendre une décision, résoudre un problème, et cetera. C'est là que l'accompagnement va être important. Oui, parce que c'est donc une addiction plus à l'expérience qu'à la substance. Parce qu'au niveau de la substance en elle-même, Lucie Berkovitch, il n'y a pas de risque d'être addict? Non, alors en fait, je rejoins donc ce qu'a dit David. Donc il y a différentes définitions de l'addiction. C'est un processus qui est extrêmement complexe, mais on peut dire qu'une manière de simplifier, c'est de parler de la dépendance physique et de la dépendance psychologique et d'essayer de distinguer un peu les deux, même si bien sûr elles sont reliées. La dépendance physique, elle va être définie de manière générale par le fait de donc
quand on a consommé une substance, de parfois ressentir des effets de manque quand on n'est plus au contact de cette substance et d'avoir besoin d'aller rechercher cette substance, le fait que le corps s'y accoutume et qu'on a besoin de majorer les doses aussi pour obtenir des effets similaires. Donc ça, c'est, on va dire, le cortège des effets de la dépendance physique. Au niveau psychologique, il va y avoir l'idée qu'on va passer de plus en plus de temps à consommer la substance. Alors je parle de substance, il y a aussi des addictions sans substance, certains comportements, mais l'une des problématiques de l'addiction, c'est qu'elle va avoir des conséquences négatives et que sur la vie du sujet, et que malgré ces conséquences, le sujet va pas être en mesure d'arrêter, de freiner, de contrôler ses consommations ou ses comportements. Et ce qu'on observe avec les psychédéliques, c'est qu'en effet, alors sur le plan vraiment, encore une fois pharmacologique, souvent les addictions sont rattachées au système dopaminergique. En fait, donc ces molécules dont on a parlé agissent assez peu sur les voies qui sont communément impliquées dans les processus addictifs, vraiment, encore une fois, sur le plan vraiment neurobiologique. Ensuite, sur le plan comportemental et expérientiel, il y a plusieurs choses qui font que, en effet, les gens vont pas être dans des comportements répétés compulsifs comme on peut le voir avec d'autres substances, comme je pense à la cocaïne, aux opiacés, etc., avec toutes les problématiques que ça entraîne. D'une part, les expériences sont extrêmement intenses, et donc certes, on peut avoir envie d'y revenir, mais c'est aussi assez fatigant et on n'a pas forcément envie d'y revenir tous les jours. Et donc, il y a quand même je dirais, cet effet de besoin aussi de temps de repos, et ça a été même dans les pratiques de microdosing, par exemple, il y a des temps de pause entre les consommations. L'autre chose, c'est qu'elles ont la particularité d'aller saturer les récepteurs et de les désensibiliser. Donc, on sait aussi que quand on prend plusieurs fois de suite ces molécules, en fait, il y a plutôt, parfois une disparition des effets. Ce qui fait que ça en perd un peu son intérêt, c'est-à-dire si on prend du LSD et puis qu'on en reprend et que la deuxième fois il se passe rien, c'est pas très intéressant d'aller utiliser des doses pour n'avoir aucune expérience, qui est souvent l'objectif évidemment des usagers. Et enfin, David l'a dit, mais je crois que c'est vraiment important, il y a ce potentiel même pour se détacher de certaines autres addictions. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que ça va plutôt entraîner un état d'ouverture, même de flexibilité mentale, et plutôt ouvrir un espace de changement et d'évolution. Et les gens décrivent vraiment une consommation qu'ils vivent comme très constructive, en effet, et qui leur apporte beaucoup. Et donc, ça va plutôt les aider à se sortir de schémas répétitifs et compulsifs. Et d'ailleurs, on va parler plus tard des effets thérapeutiques, mais c'est l'un des mécanismes principaux de ces effets thérapeutiques, vraisemblablement. Et donc, les gens ont plutôt tendance à se détacher d'une forme de routine. Alors bien sûr, on peut avoir envie de répéter ces expériences, et il y a des usagers qui consomment régulièrement des psychédéliques, mais c'est une modalité qui est très différente de celle que l'on voit chez d'autres usagers avec d'autres substances en addictologie, et qui va plutôt être de l'ordre d'une activité, je dirais, et à ce titre, je ne sais pas si il faut véritablement parler d'addiction, puisque pour d'autres activités à sensations fortes, les gens peuvent les répéter sans forcément qu'il y ait des conséquences négatives et que ce soit un besoin irrépressible, et on se pose un peu la question de est-ce qu'on serait, je sais pas, addict au saut en parachute si c'est une activité qu'on aime pratiquer et qu'on pratique régulièrement, même si elle est associée à certains risques. On a parlé donc de ces usages traditionnels, de ces usages récréatifs, culturels. Et donc, on commence déjà à sentir dans notre discussion un nouvel usage, l'usage dans la santé. On en parle juste après la pause musicale. On écoute Psy-Ritual and the Lasso de César Lalves, et on revient juste après. El morro no aguanta la barra, encanta la vida, más la cocaína en la casa. You smoking machaca, viviendo gorda y la flaca. Abre la lata, tu amigo es rata. Morro, ¿cómo está? Some a dónde ir y nos vamos para allá. Reach the end of the tier con la buena mota. We could do this all year, quítate la ropa. Give you all my love and confidence. Close my fears. Let me get a two-step in and twist. She looks so good, sucking my teeth like who it is. And it go like this. Dolo por el oro and I live righteous. She served me my drink, I don't ever spice shit. Fell in love with the spirit, she don't even like it. I just had to fall in. Open day, there's no challenge. Nail in the coffin, call Liz. Got the holy grail and I finish all my friends. Tantísima, santísima, su alma start playing.
hazte pa' acá. Vivo por mi gente, tú sabes mi raza. Vatos todos violentos, le damos las tracas. Como por todos lados, tú sabes, basta, Ya sabes que quiero estar contigo. Si me quieres ver, llámale al Rodrigo. Vamos a comer con un gallo bien pico. Te llevo pa' la casa pa' que entiendas. I just let you fall in. Nail in a coffee Paris. I give you all my love, I promise. Close my fears. Let me get a two-step in a twist. Telepathic love, baby, you my dolphin. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. C'était Spiritual and the Lasso de César Lalves et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Lucie Berkovitch et David Dupuis pour parler de l'usage des psychédéliques pour soigner les troubles psychiques. Et Julie, je te laisse reprendre la suite de l'interview. Oui, alors pour faire une petite remise en contexte, nous avons récemment traversé une crise sanitaire qui a bouleversé pendant un temps nos vies. Cet événement a d'ailleurs aggravé la situation concernant la santé mentale. Selon la dernière vague d'enquête de Santé publique France en décembre 2022, 17% des Français montrent des signes d'état dépressif, soit une hausse de 7% par rapport à l'avant-Covid, et 24% des Français montrent des signes d'un état anxieux, soit une hausse de 11% par rapport au niveau hors épidémie. Malgré l'augmentation de la consommation d'antidépresseurs en France, le nombre de personnes ayant besoin d'une prise en charge continue d'augmenter. Donc là, une question pour tous les deux. Est-ce que ici, on perçoit finalement les limites du système psychiatrique, en tout cas dans sa forme et dans son organisation actuelle ? Alors déjà, en France, il y a quelque chose d'assez particulier qui est que l'offre de soins en santé mentale est assez limitée dans le public. Et c'est vrai qu'il y a une privatisation assez massive c'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, d'un point de vue psychologique, il y a ce qu'on appelle les CMP, des choses comme ça, mais bon, souvent, il y a des longues attentes, plusieurs mois d'attente pour un premier rendez-vous. Alors juste Donc, CMP, du coup, c'est centres psychologique. Ouais. psychologiques. Et en fait, souvent, vous allez rejoindre les soins dans le public parce que vous êtes dans un état très aigu, donc une dépression très importante ou vous avez décompensé sur un mode psychotique. Donc en fait, tout le monde en fait l'expérience. Si ça va pas trop, la suite d'un événement, etc., ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va voir un psychothérapeute privé. Donc ça, c'est une première donnée, c'est parce que ça veut dire que il faut que les gens déboursent de leur propre argent. Le soin en santé mentale n'est pas remboursé dans la plupart des cas en dehors des prises en charge des états aigus. Donc ça, c'est une première chose qui peut aussi peut-être expliquer les démarches d'automédication, effectivement, qu'on observe avec les psychédéliques, puisque effectivement beaucoup d'usagers de psychédéliques le font dans une démarche d'automédication de santé mentale, pour traiter des troubles dépressifs, de l'anxiété, des deuils, des ruptures, des choses comme ça. Alors ça peut être fait soit à la maison, voilà, avec des personnes qui prennent les substances entre amis ou seuls, avec aussi, on a vu l'émergence de la nouvelle mode du microdosing, donc qui consiste à prendre des doses environ 1/10 de la dose habituelle, voilà, avec notamment ces recherches d'effets thérapeutiques. Et puis il y a aussi ce qu'on appelait le tourisme chamanique, c'est-à-dire aussi ces occidentaux qui partent dans des pays lointains pour participer à des rituels d'inspiration chamanique qui impliquent l'usage de psychédéliques. Donc effectivement, le regain d'intérêt pour les substances psychédéliques, il me semble qu'il est aussi à comprendre dans cette démarche d'automédication qui vise à pallier peut-être les insuffisances du système de soins tel qu'il est offert, ou simplement aussi peut venir s'accumuler. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de gens qui ont peut-être vu un psychiatre à un moment dans leur vie, ou peut-être font même là encore une psychanalyse, mais à un moment ils vont chercher quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et c'est cette recherche donc d'une approche un peu de thérapie comme ça complémentaire qui va les conduire à rencontrer les psychédéliques. Pour revenir à la question du système de soins, c'est vrai que je pense que
tout le monde sait que l'hôpital est en grande difficulté en ce moment et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il y a à la fois des difficultés à recruter du personnel, des conditions de travail qui sont difficiles, un grand afflux de patients et vous l'avez mentionné qui n'a fait que s'accroître avec la crise du Covid. Donc c'est vrai qu'il y a une inadéquation entre les besoins et l'offre de soins. Depuis moi que je travaille à l'hôpital, j'ai toujours vu qu'on était en grande partie débordés, qu'on devait parfois, voilà, malheureusement, gérer en priorité les urgences, mais pas pouvoir faire du soin de qualité, enfin avec le niveau de qualité qu'on aurait aimé. Et c'est vrai que les choses ne s'arrangent pas avec malheureusement bah, voilà, beaucoup de postes vacants qui ne sont pas pourvus et vraiment un système psychiatrique qui est malheureusement très en difficulté et probablement même encore plus dans d'autres régions que la région parisienne. Et donc là, David, juste avant, évoquait effectivement des patients, enfin en tout cas des personnes qui font cette démarche de manière individuelle, en tout cas pour se procurer des psychédéliques et du coup peut-être essayer de trouver une autre solution, en tout cas pour aller mieux. Est-ce que, donc là, on fait référence aux psychédéliques pardon, dans la prise en charge thérapeutique, mais là c'est presque une auto-prise en charge. Si on se tourne vers des professionnels, donc on appelle ça la psychothérapie assistée par psychédélique, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler exactement? Enfin, en quoi ça consiste? Comment ça se présente actuellement? Il y a des essais cliniques, est-ce qu'il y a des essais cliniques en France ou pour l'instant c'est uniquement aux États-Unis? Voilà. L'autre chose, donc effectivement, les patients vont chercher des solutions. Ils sont souvent en fait bien au courant de ce qui peut se faire puisqu'ils se renseignent pour essayer de trouver bah, voilà, des traitements, des prises en charge en rapport avec leurs difficultés. Et en fait, il y a en effet une littérature scientifique qui existe maintenant depuis une dizaine d'années sur l'utilisation des psychédéliques pour le soin en psychiatrie avec différentes indications. Donc la toute première étude était sur les troubles obsessionnels compulsifs. Mais en fait, les indications qui sont les plus documentées maintenant, c'est l'anxiété dans des contextes de fin de vie, donc chez des patients qui sont en soins palliatifs avec voilà, des maladies graves et incurables et qui ont des angoisses de mort, qu'on comprend tout à fait, qui sont donc avec des manifestations anxieuses et dépressives et sans forcément de solution. L'indication de la dépression, notamment de la dépression résistante, donc c'est une pathologie qui est à la fois fréquente et qui peut être très sévère, qui est souvent ne répond pas complètement aux traitements médicamenteux, avec environ un tiers des patients qui vont conserver des symptômes même après une prise en charge adéquate. Et puis le champ des addictions avec voilà, des études surtout dans l'alcool et le tabac, mais aussi quelques études pour d'autres addictions, aux psychostimulants, aux opiacés, avec des résultats intéressants. Et donc cette littérature, elle s'est développée avec des études qui sont de plus en plus probantes, au sens où il y a de plus en plus de patients, qu'elles sont de plus en plus contrôlées, c'est-à-dire qu'au niveau de la méthodologie, on arrive de mieux en mieux à faire la part des effets des psychédéliques et puis du reste de la prise en charge. Et ce dispositif qui est celui d'une psychothérapie assistée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la prise simplement d'un médicament, comme ça peut être le cas en médecine en général, en psychiatrie en particulier, où on va donner un médicament et puis on peut faire de la psychothérapie à côté, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'obligatoire ni de forcément simultané. Là, avec les psychédéliques, pour des raisons assez évidentes qui sont liées aux effets en fait, des psychédéliques, il faut préparer les patients aux effets qu'ils vont ressentir, les accompagner pendant que ces effets ont lieu, et puis ensuite, on met à profit ce qui a pu émerger pendant la séance à travers des sessions qu'on appelle d'intégration, où l'idée c'est de retravailler le matériel psychique et d'essayer de consolider les bénéfices obtenus pendant la séance. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez différent de ce qu'on connaît en psychiatrie, où là on va associer la psychothérapie qui va être amplifiée quelque part par l'état de conscience modifié qui est induit par les psychédéliques. Et donc à la fois pour des raisons de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de bad trip, que l'angoisse qui puisse se manifester dans le cadre de ces effets, parce qu'on a beaucoup parlé des effets agréables, mais en fait il y a des personnes qui le vivent extrêmement mal, donc il faut pouvoir les aider. Donc il y a cet accompagnement pour le bien-être et la sécurité pendant la prise, mais aussi pour en fait maximiser les bénéfices qui peuvent être obtenus par la psychothérapie et par les molécules elles-mêmes. Oui, et ça s'inscrit dans une histoire longue, effectivement. Et là, on a une explosion de ces études, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, en Suisse et ailleurs en Europe. C'est vrai que la France, pour l'instant, accuse un retard
très important dans ce champ, ce qui est étonnant, parce que c'est quand même une grande nation de la recherche. Mais effectivement, il y a une histoire longue, puisque ces études, il y a déjà eu des études dans les années 50. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à toucher aussi, à dépasser un petit peu simplement la question de l'efficacité pharmacologique qu'on a abordée jusqu'ici. Et on a déjà des études qui avaient été faites, notamment dans les années 60 en Tchécoslovaquie par Stanislav Grof, qui avait lancé des thérapies LSD. Et il a eu ce mot, puisque Stanislav Grof était un ancien freudien, il a eu ce mot, en reprenant le mot de Freud, vous savez, le rêve et la voie royale qui mènent à l'inconscient. Et que voilà, les états modifiés de conscience étaient la voie royale qui mène à l'inconscient. Et donc c'est cette idée d'utiliser l'expérience psychédélique comme à même de fournir des matériaux pour la psychothérapie. Donc il y a cette idée que dans l'expérience psychédélique, on va vivre pas seulement des hallucinations qui n'auraient aucun sens, mais des expériences au contraire hautement signifiantes, qui vont révéler des éléments peut-être de la biographie de la personne, par exemple des vivissances traumatiques sous la forme de catharsis, donc une sorte de purgation de la charge émotionnelle liée à un trauma non résolu. Également la prise de conscience, ça c'est un élément intéressant des psychédéliques aussi, le fait qu'on se voit beaucoup en méta-perspective, c'est-à-dire qu'on se voit beaucoup de l'extérieur, il y a beaucoup de prise de conscience de nos fonctionnements quotidiens. Et donc voilà, ça amène aussi des éléments qui permettent de comprendre comment on fonctionne, éventuellement les dynamiques de répétition dans nos comportements, dans les relations à autrui. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'aborder cette expérience non pas donc, comme une divagation hallucinatoire, mais comme une expérience hautement signifiante, vous voyez, un peu comme une loupe qui viendrait nous montrer de manière extrêmement grossie pendant quelques heures la manière dont on fonctionne. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le contenu de cette expérience comme un matériau qui nous renseigne sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, et qui devrait être ensuite travaillé, analysé en psychothérapie. Vous voyez, un petit peu comme on le fait avec les rêves en psychanalyse, pour travailler sur les problématiques qu'on peut avoir. Donc là, toute cette matière-là, qui ressurgit, on va dire, de l'expérience psychédélique, va être donc ce matériau-là de la psychothérapie, il va être dirigé en fait par le professionnel de santé qui encadre ça. J'imagine que c'est pas du tout la même manière, en fait, de travailler que, comme vous l'évoquiez, Lucie, quand on peut, donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses. Ça change, j'imagine, quand même le rapport que le praticien en santé mentale va entretenir avec, le patient ou la patiente qu'il va y avoir en face de lui. Est-ce qu'il y a des praticiens, justement, de santé mentale qui peuvent être réticents, on va dire, à ce bouleversement, on va dire, ou en tout cas ce changement de relation, qui peut se passer sur ce plan-là? Alors, alors il y a un changement de relation en fait qui va être, je pense, surtout, évident lors de la prise et des effets, subjectifs puisque on va se retrouver en interaction avec un patient qui va être dans un état très différent de son état habituel. Donc c'est quelque chose qui peut être nouveau pour le patient et qui va évidemment être nouveau dans le cadre de la relation entre le soignant et le soigné. Après, moi, je tiens quand même à dire que même quand on prescrit des antidépresseurs, et cetera, il y a souvent, évidemment un travail relationnel qui est fait, en amont, pendant et après, mais qui ne bénéficie pas de cet, état spécifique dont tu as parlé David et qui permet de faire émerger des choses un peu différentes. Donc, il y a déjà bien souvent l'association d'un travail relationnel ou psychothérapeutique avec la prescription médicamenteuse. Je dirais que ce qui change, c'est que c'est d'une part, là, ça devient quelque part obligatoire, et puis que quand même, être en interaction avec quelqu'un dans un état modifié de conscience, c'est assez particulier. Alors, on en fait aussi l'expérience quand on est soignant en psychiatrie, puisqu'il y a des patients qui, du fait de leurs troubles psychiatriques, peuvent se retrouver dans un état très inhabituel pour eux-mêmes, et avec lesquels les interactions sont bien différentes des interactions que l'on peut avoir avec quelqu'un qui n'est pas dans cet état. Euh, Maintenant, ce que ça va changer, je pense qu'il y a une crainte en fait d'être responsable de cet état et de ce que cet état pourrait entraîner, puisque finalement, donc, c'est vrai que j'ai pas parlé des tout premiers essais dans les années, dans les années 50-60, au moment où on a découvert notamment le LSD et que toutes ces molécules sont arrivées en Europe, en Occident. Mais c'est une époque qui a aussi été marquée par certains accidents qui se sont produits sous l'emprise de ces substances, avec des gens qui ont fait des passages
passage à l'acte. Alors, c'est des accidents qui sont survenus dans des cadres qui n'étaient pas des cadres d'accompagnement, des cadres contrôlés, mais des consommations individuelles, parfois sur peut-être des terrains qui étaient plus vulnérables, parfois parce que le dosage était pas le bon, et puis simplement parce que les gens ont pu paniquer ou être dans un état au contraire de parfois de sentiment d'invincibilité ou ce genre de choses. Et donc le cadre amène quelque chose de protecteur, mais je pense que ces effets-là, dont on a beaucoup entendu parler, qui ont beaucoup défrayé la chronique alors qu'ils sont somme toute assez rares, même s'ils existent, font peur évidemment au corps soignant qui se dit mais comment on va faire si on donne ces molécules et que les gens se retrouvent dans cet état extrêmement intense. Et même si on a l'habitude de gérer ça, c'est assez différent s'il s'agit d'un trouble que l'on prend en charge ou si c'est quelque chose qui est lié au traitement que l'on administre. Et ça change, je pense, pas mal la relation en effet aux patients. Et en même temps, on l'a vu, hein, c'est aussi des états qui peuvent être extrêmement bénéfiques. En tout cas, c'est ce que montrent les études scientifiques voilà, qui ont été publiées maintenant depuis une dizaine d'années. Et donc, je ne crois pas qu'on doit être dissuadé par cet enjeu-là, de voir si ces molécules sont véritablement efficaces en pratique et surtout comment maximiser les bénéfices obtenus par les patients qui en ont vraiment, vraiment besoin en fait. Et peut-être, pardon. Oui, et peut-être ce qui peut être ajouté à cet égard-là, c'est que faut avoir conscience que parmi la grande famille des substances psychotropes, donc toutes les substances qui modifient le fonctionnement de l'activité psychique, les psychédéliques se distinguent par leur très grande sensibilité à ce qu'on appelle les facteurs extra-pharmacologiques, c'est-à-dire tous les facteurs contextuels. Vous voyez, si vous prenez de la caféine en grande quantité, quel que soit le contexte, ça va vous stimuler. Si vous prenez un benzodiazépine type Xanax, quel que soit le contexte, ça va vous détendre, etc. Les psychédéliques, ça marche pas vraiment comme ça, parce que évidemment, il y a des effets qui ont été objectivés par la neuropharmacologie, mais on sait aussi que ces effets sont très 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 dépendants de tout un tas d'autres facteurs, qu'on appelle donc facteurs extra-pharmacologiques, qui sont notamment donc des facteurs contextuels, donc avec qui vous prenez cette substance, dans quel lieu, peut-être la musique, votre état avant, ce qu'on a appelé set and setting, c'est-à-dire l'influence de votre propre état et du contexte dans lequel vous le prenez. Et ça, il me semble que c'est quand même ça va poser quelques questions en psychiatrie, puisque ça vient quand même ébranler tout le modèle par lequel on évalue notamment l'efficacité des substances. Hein. Vous savez, quand on fait des études pour évaluer l'efficacité d'une substance, souvent on fait un effet versus placebo, et on va justement chercher à identifier l'effet pharmacologique. Or là, c'est très difficile pour les psychédéliques d'arriver à démêler l'effet pharmacologique du poids de ces facteurs contextuels dans l'efficacité thérapeutique. Et ça va évidemment, c'est une petite révolution pour la psychiatrie, puisque ça vient remettre la relation au premier plan. Vous voyez, c'est pas quelque chose, les psychédéliques, ça va pas être quelque chose qui va être prescrit aux patients, comme aujourd'hui on prescrit les antidépresseurs. Voilà, on identifie des symptômes, on prescrit, vous prenez ça pendant 1 mois, on se revoit dans 2 semaines. Ça va être possible, ça, on va pas renvoyer les gens chez eux prendre des hallucinogènes. Donc ça veut dire que là, dans les études qui sont faites et sans doute dans les modes de prise en charge qui seront proposés dans les années qui viennent, ce sera pris à l'hôpital et effectivement avec un encadrement, l'encadrement dont parlait Lucie, hein, avec des psychothérapeutes, des infirmiers, des médecins qui peut-être accompagneront l'expérience. Et là, on voit bien que ça va poser aussi certaines questions, parce que est-ce qu'on aura les moyens vraiment de proposer ces prises en charge? Parce que là, il y a la question du coût, c'est une question qui commence déjà à se poser aux États-Unis, parce qu'en termes du coup d'heures de travail qui accompagnent l'administration de ces substances, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le modèle des antidépresseurs. Vous voyez, une boîte d'antidépresseurs, ça coûte peut-être 5 €, vous avez le traitement pour 1 mois, il n'y a pas besoin forcément de revoir le médecin. Voilà, une cure psychédélique, il faut présenter avant l'expérience à la personne. Il y a des séances de psychothérapie qui sont faites avant. Il faut mobiliser du personnel pendant l'expérience pour que tout se passe bien, contenir l'expérience, faire la réassurance, etc. Derrière, il y a des séances de psychothérapie pour justement reprendre ce qui s'est passé dans l'expérience, faire un usage qui puisse être constructif pour le patient. Vous voyez bien qu'on est dans des dispositifs thérapeutiques très très différents de l'administration des traitements les plus courants en psychiatrie aujourd'hui, qui sont les anxiolytiques, les antidépresseurs ou les neuroleptiques.
Donc il y a quand même il me semble qu'il va y avoir quand même une petite révolution dans la pratique de la psychiatrie qui va être causée par l'insertion de ces substances dans les services hospitaliers. Alors, c'est très intéressant ce que vous racontez. Justement, Fabien, pour ta chronique, tu es allé fouiller dans plusieurs études pour essayer de comprendre un peu cette différence entre l'efficacité des psychédéliques, dont on parle depuis le début et dont on parle là avec l'importance de l'encadrement, et les médicaments assez classiques. C'est bien ça? Exactement, Sophie. Prenons par exemple la dépression et comparons les résultats de l'efficacité thérapeutique des antidépresseurs à ceux des psychédéliques via deux études, une de 2018, l'autre de 2022. La première, sur les antidépresseurs, dirigée par le département de psychiatrie d'Oxford, a été publiée par Andrea Cipriani et collègues. La seconde, sur les psychédéliques, nous vient du King's College de Londres et a été publiée par Kwon Mok Ko et collègues. En première approximation, l'efficacité des psychédéliques pourrait être jusqu'à 3 fois supérieure à celle des antidépresseurs classiques. Une différence incroyable, étant donné que les psychédéliques ne requièrent parfois qu'une simple prise pour faire effet. Seulement voilà, il y a quand même un hic. Ces résultats reposent encore sur des données fragiles. En cause, certaines études avec un petit nombre de sujets, des conditions expérimentales et méthodologiques pas toujours optimales ou comparables. Bref, le pain quotidien de la science en construction. Pour cette raison, on constate que d'une étude à l'autre, les effets thérapeutiques des psychédéliques ont tendance à beaucoup varier. J'aimerais explorer une hypothèse fascinante qui pourrait permettre d'expliquer une partie de l'irrégularité de ces résultats, celle de l'expérience mystique. Une hypothèse selon laquelle les effets thérapeutiques des psychédéliques seraient en partie liés à la présence ou à l'absence d'expérience mystique, ainsi qu'à son intensité. Mais une expérience mystique, Fabien, c'est quoi? C'est une très bonne question, sachant que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord. On peut quand même citer quelques-unes des caractéristiques qui reviennent dans la littérature scientifique pour les qualifier. Un sentiment de transcendance de l'espace et du temps, un sentiment d'unité, une dissolution de l'ego et des limites corporelles, un sens du sacré, un état de béatitude et enfin l'ineffabilité, c'est-à-dire le fait que l'expérience semble impossible à traduire par des mots. Une manière simple de résumer l'expérience mystique consisterait à dire qu'il s'agit d'une expérience spirituelle qui a un effet profond sur le soi et notre perception de la réalité. Mais alors, est-ce que les effets thérapeutiques des psychédéliques ne viendraient pas de là, de cette fameuse expérience mystique? Justement, une étude récente, 2022, par Ko et collègues, s'est penchée sur l'hypothèse selon laquelle les effets des psychédéliques pourraient être en partie liés à la présence d'une expérience mystique en passant en revue 12 études sur le sujet. 10 d'entre elles suggèrent une association entre expérience mystique et effets thérapeutiques. Parmi les résultats les plus marquants, certains suggèrent une corrélation de 80% entre réduction de l'addiction à l'alcool et expérience mystique chez les patients. Les auteurs de l'étude restent toutefois prudents, rappelant que 6 des études mentionnées sont à risque de biais et que plus d'études sont nécessaires pour obtenir une réponse définitive. En attendant, on peut toujours spéculer. Si le lien entre expérience mystique et effet thérapeutique est réel, ne serait-il pas possible de créer des contextes favorisant la survenue d'expériences mystiques chez les patients suite à la prise de psychédéliques? Rien n'est parfaitement clair à ce sujet, mais les effets des psychédéliques ont la chance d'être fortement contextuels, ce qui signifie que l'environnement autour du patient, ce qui se passe dans la pièce, leur humeur de la journée, etc., influence l'expérience. Ainsi, une étude mentionne que 83% des patients, mis dans un contexte favorable, vivaient une expérience mystique, contre 54% pour les autres. D'autres études suggèrent que l'exposition au langage pourrait diminuer la probabilité d'une expérience mystique et recommandent alors de la musique sans parole pour les patients. Le rôle d'un entourage bienveillant pour guider le patient ou d'un état d'esprit positif avant la prise sont parfois considérés comme des facteurs favorables à l'expérience mystique. Bref, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vertigineux à penser que quelques microgrammes ou milligrammes d'une substance suffisent à provoquer chez les patients une expérience dont la majorité d'entre eux se souviendront comme l'une des plus importantes de leur vie, et ce, même des années plus tard. Merci Fabien. Alors, est-ce que vous voulez rebondir sur Cette ce que vient de superbe dire Fabien chronique. Oui, alors il faut avoir à l'esprit que les populations autochtones des Amériques qui font usage de ces substances ont justement élaboré le plus souvent des contextes de prise de ces substances qui sont très particuliers, qui se distinguent des interactions quotidiennes, que les anthropologues ont classiquement appelées rituels. Et dans donc les rituels qui encadrent l'usage de ces substances, on va notamment utiliser par exemple des chants, si on pense au chamanisme métis d'Amazonie péruvienne qui mobilise l'ayahuasca, vous avez des guérisseurs qui vont chanter pendant toute l'expérience.
l'utilisation de parfums. Bon, il y a toute une gamme comme ça d'actions qui sont mobilisées par les guérisseurs. Et on voit bien que là, qu'il y a vraiment un savoir du côté des populations autochtones sur le maniement de ces états et sur les facteurs qui peuvent jouer sur ces états, avec des choses très étonnantes. Moi, j'ai vu beaucoup d'usagers en Amazonie qui rapportaient la manière dont certains chants transformaient l'expérience. Donc, on a sans doute beaucoup à apprendre de ces savoirs-là. Nous, il faut voir qu'on est vraiment au début de l'exploration de ces éléments-là, puisque la médecine a d'abord cherché à isoler l'efficacité pharmacologique et un peu ce pharmacologisme qui préside un peu à notre manière d'aborder les substances dans les sociétés occidentales. Et donc, on a d'abord essayé de se débarrasser de tous ces facteurs pour identifier ce qu'on aurait tendance à considérer comme l'efficacité objective de la substance. Donc, on parlait de psychothérapie assistée par psychédéliques. C'est quoi exactement la spécificité des psychédéliques par rapport aux traitements médicamenteux classiques administrés en psychiatrie ? Alors, une des spécificités qui est assez impressionnante, c'est en fait la temporalité des effets, puisqu'on a des molécules qui vont agir immédiatement, donc tout de suite après la prise, contrairement aux antidépresseurs, par exemple, qui vont mettre plusieurs semaines à agir et dont on peut évaluer l'efficacité seulement après 1 mois d'administration. Et puis, on va avoir des effets qui vont durer dans le temps, ce qui là encore fait contraste avec les molécules que l'on connaît. Par exemple, les anxiolytiques qui, eux, agissent tout de suite, ça dure pas très longtemps, donc on est obligé d'en reprendre beaucoup. Ou même la kétamine, qui est un antidépresseur d'action rapide, ses effets s'estompent au bout de quelques jours, et donc là encore, on est obligé de répéter les administrations. Donc ces molécules, elles agissent immédiatement et pour longtemps, et ça, c'est un vrai changement de paradigme en psychiatrie. Et donc les psychédéliques, là, tous ces effets prometteurs et très bénéfiques, forcément, ça présente un intérêt pour notre santé mentale. Donc ce secteur en industrie pharmacologique est en plein développement, en passe de créer de nouveaux médicaments. Donc qui dit nouveaux médicaments dit des enjeux forcément, que ce soit économiques, politiques, et des contraintes évidemment qui vont être propres à ce secteur-là. On va en parler tout de suite après, mais d'abord écoutons Sonando d'Acid Coco. Estoy pensando en ti. Bajo el cielo azul. Estoy pensando en ti. Bajo el cielo azul. El sol calienta como un objeto perdido. 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 El sonido del bosque es mi orquesta. Y vengo yo soñando al amanecer. Las luciérnagas alumbran el camino. Y sumerjo los pies aquí en el río. El sonido del bosque es mi orquesta. Y vengo yo soñando al amanecer. Las luciérnagas alumbran el camino. Y sumerjo los pies aquí en el río. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
C'était Sonando de Acid Coco. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Lucie Berkovitch et David Dupuis pour parler de psychédéliques en santé mentale. Alors avant la musique, Julie et notre chroniqueur Fabien et nos invités, nous avons parlé de plein de choses. On a parlé notamment de prise en charge thérapeutique grâce aux psychédéliques, de l'importance du contexte, de la différence avec les médicaments. Bref, plein de recherches qui sont prometteuses. On évoque même l'arrivée d'une autorisation de mise sur le marché bientôt. On a aussi parlé un petit peu avant du coût que ça allait engendrer, puisque ça n'a rien à voir avec juste des antidépresseurs. On est sur quelque chose de totalement différent. Alors, autorisation de mise sur le marché, ça veut dire commercialisation, ça veut dire argent. On imagine que le secteur privé, lui, il n'a pas attendu pour essayer de s'emparer un peu de tout ça. Nous, dans la recherche publique, on en est où? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux peut-être répondre. Alors, donc effectivement, donc à ce jour, en fait, il y a deux volets de recherche sur les psychédéliques. Il y a un volet de recherche qui est mené par l'industrie pharmaceutique, mais je tiens à dire qu'il a été précédé par un volet de recherche qui était académique, c'est-à-dire qui était de la recherche publique, et que les premières études ont été faites par des institutions publiques. Avec donc cette découverte, de redécouverte plutôt de ces effets prometteurs des psychédéliques après une prise, des effets immédiats et durables sur tout un tas de pathologies, addiction, dépression et anxiété. Et bien sûr, donc ensuite le processus pour développer des médicaments, il ne peut pas se limiter à quelques études. On est obligé de démontrer à la fois l'efficacité, la sécurité, mais également de positionner les nouveaux médicaments par rapport aux molécules existantes. À ce jour, il y a des études de phase 3 qui sont en cours pour la psilocybine, donc principe actif des champignons hallucinogènes, dans le traitement de la dépression résistante, avec une étude de phase 2 qui a été publiée l'an dernier, donc qui inclut plus de 200 patients qui ont reçu 3 doses possibles de psilocybine avec une dose toute petite qui était considérée comme le bras placebo. Et donc ces effets qui sont retrouvés maintenant à travers ces différentes études, dans cette grosse étude également, et donc des études de phase 3 qui sont en cours. On regarde aussi donc la sécurité avec à ce jour en termes d'effets secondaires, des choses qui se passent pendant la prise, donc parfois des nausées, des maux de tête, une anxiété transitoire, et peut-être un peu plus inquiétant dans cette dernière étude là, qui est parue dans le New England là, sur 230 participants, aussi chez certains participants une majoration des idées suicidaires, donc avec toute la difficulté qu'il s'agit aussi de patients qui ont un tableau dépressif, qui peut lui-même donner des idées suicidaires, mais pas de différence non plus significative entre les groupes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de dire si c'est vraiment le médicament qui a entraîné ça, mais voilà, on est attentif à ces effets secondaires. Et voilà, en termes de développement des molécules psychédéliques, c'est surtout la psilocybine dans la dépression qui est la plus avancée, mais il y a donc d'autres études, notamment de la psilocybine ou du LSD dans les addictions, et en France, on va participer à cette étude de phase 3 pour la psilocybine dans la dépression, notamment à l'hôpital Sainte-Anne auquel je suis rattachée. Mais il y a également une étude qui cherche à évaluer l'efficacité du LSD dans le trouble lié à l'usage de l'alcool, donc chez des gens qui ont une addiction à l'alcool et qui ont déjà rechuté malgré une bonne prise en charge. On participe également à cette étude qui est menée par le professeur Luc Mallet. Et puis il y a d'autres petites initiatives, je dirais, académiques, qui vont tenter de répondre à des questions qui sont en fait fondamentales aussi, celles des indications, donc à qui on peut donner ces molécules, des modalités de prise, par exemple, est-ce qu'il faut répéter les prises, enfin, tous ces petits détails, j'allais dire, mais qui sont en fait essentiels pour justement permettre à la fois au plus grand nombre de patients de bénéficier de ces molécules en sécurité, mais aussi de mieux préciser les conditions pour pouvoir les administrer et pour maximiser l'efficacité. Donc voilà à peu près où on en est de façon générale et plus particulièrement en France. Alors à propos de ces études, elles en sont où ? Alors simplement pour préciser qu'elles n'ont pas encore commencé, nous sommes en train de préparer le terrain, notamment avec l'administration, et donc on n'est hélas pas encore en train de recruter des participants. J'espère que ça pourra commencer d'ici quelques mois ou plus tard quelques années. On rappelle quand même que ces substances psychédéliques ne sont pas autorisées, ça reste illégal, de façon assez générale dans le monde d'ailleurs. Est-ce que dans vos recherches, vous avez déjà rencontré une certaine défiance du public vis-à-vis de ces questions-là quand on en parle, puisque à première vue on se dit c'est une drogue, c'est illégal, est-ce que ça peut freiner un petit peu cette avancée ? Alors, c'est vrai que l'usage des psychédéliques, il s'inscrit quand même dans le cadre d'une prohibition, c'est-à-dire que ces substances, elles sont interdites depuis la Convention de Vienne à l'échelle internationale, donc en 1971. Et à cet égard-là, pour peut-être rebondir sur la question précédente, il ne faut pas oublier aussi qu'avant la recherche pharmaceutique et la recherche publique,
il y a quand même l'expérience des usagers. Et c'est aussi beaucoup les usagers de psychédéliques qui ont porté, qui ont défendu l'intérêt de ces substances dans un contexte de prohibition depuis les années 70. Et d'ailleurs, la médicalisation des psychédéliques qu'on observe aujourd'hui, elle fait partie, elle s'inscrit, c'est aussi le résultat d'une stratégie de légitimation qui a été de l'usage de ces substances, qui a été portée par des associations, des groupes d'usagers qui on avait observé les bénéfices thérapeutiques et qui souhaitaient notamment modifier le statut juridique de ces substances. Alors d'abord, la médicalisation des psychédéliques, ça a suscité plutôt l'enthousiasme dans la communauté des usagers, mais on observe aussi maintenant des interrogations. Ce qui apparaît en perspective, c'est effectivement le fait que ça va devenir des médicaments, que ça va être donné par des médecins, etc. Donc il y a des inquiétudes sur des logiques commerciales qui pourraient émerger autour de ces substances, mais aussi des inquiétudes autour du fait qu'il y aurait un monopole du champ médical dans l'administration de ces substances. Mais on peut se demander aussi ce qui va devenir des usages non médicaux, qui sont quand même aujourd'hui majoritaires dans l'usage des psychédéliques, notamment des usages religieux. Il faut savoir qu'il y a des mouvements religieux, par exemple le Santo Daime ou l'União do Vegetal, qui sont des religions internationales d'origine brésilienne, qui utilisent par exemple l'ayahuasca comme sacrement. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir ces pratiques-là? Est-ce qu'elles vont être illégales alors même que les médecins seront autorisés à prescrire des psychédéliques? On voit bien que là, la transformation du statut juridique des psychédéliques, qui de toute façon va devenir, on voit bien que d'ici une dizaine d'années, la prohibition des psychédéliques va être mise en cause. Cette dynamique de transformation, elle va susciter des tensions politiques assez importantes entre tous ces différents acteurs qui gravitent autour des psychédéliques. Oui, et peut-être par rapport du côté des soignants, c'est vrai que c'est quelque chose, comme je le disais, qui est assez surprenant, qui a cette réputation qui colle un peu à la peau des psychédéliques, de drogues dangereuses qui rendent fous, etc. Alors même que des études très sérieuses ont montré qu'en termes de dangerosité, finalement, quand on comparait à d'autres produits, voire même des produits légaux, je pense notamment à l'alcool qui fait des ravages, on est face à des produits qui finalement sont bien moins dangereux dans leurs effets à long terme, alors avec peut-être dans leurs effets aigus, on en a déjà parlé, des risques de passage à l'acte, mais qui sont tout à fait maîtrisés dans des contextes contrôlés. Et donc il y a cette peur, enfin moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup, ça suscite en effet la méfiance, ça suscite la méfiance aussi des patients, et c'est... Bon, on a aussi la réputation, malheureusement en psychiatrie, de parfois... être des personnes qui vont chercher à droguer les gens, à leur donner des molécules, à les rendre addicts, etc., etc. C'est quand même un sujet qui est difficile, et beaucoup de gens ont peur de la psychiatrie, parfois même plus que des maladies elles-mêmes. Et donc, en effet, il va y avoir un travail aussi de pédagogie, à la fois pour donner des informations qui sont des informations objectives, éclairées par la science, éclairées par les usages qu'on connaît encore une fois depuis très longtemps, et donc essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans pour que les préjugés soient je dirais, réévalués à l'aune des connaissances réelles. Et puis, il va falloir expliquer aussi comment ça fonctionne, comment ça marche, mieux comprendre d'un point de vue aussi scientifique exactement ce qui se passe, les mécanismes d'action, de manière à proposer des soins qui sont à la fois efficaces, qui soient sûrs et qui soient pas associés à des croyances qui sont finalement assez erronées en fait dans ce champ-là. Donc transformer la méfiance en espoir, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lucie Berkovitch et David Dupuis d'avoir répondu aux questions du Labo des Savoirs. Merci à vous. Merci. Merci Lucie Berkovitch et David Dupuis pour ces échanges précieux, et merci également à Fabien Desec, et bravo pour sa première chronique à la radio. Et enfin, merci à Sophie Potvin pour la réalisation de l'émission. C'était une émission préparée et animée par Julie et Merlin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.